Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des sujets qui auront marqué l'actualité au cours de la semaine. Le forum de la presse de ce vendredi en a retenu 3. La situation sécuritaire au nord du Mali avec des tirs d'obus hier à Tissalit et des tirs nourris aujourd'hui même à Ménaka. La visite du Premier ministre français Manuel Valls au Mali et la recherche d'une solution à la crise qui paralyse le football malien. De tout cela, nous allons parler avec 4 journalistes. Youba Konaté du Zénith Bali, Cheikh Amadou Djouara, reporter de guerre, il se trouve présentement à Gao. Maman Sissé de Renouveau FM et Paul Ben, journaliste indépendant, correspondant des médias allemands. Il sera en ligne depuis Tissalit à la présentation Seydou Fomba. Le grand dialogue. Ici au Mali, l'actualité reste dominée par la question sécuritaire. La semaine dernière, il y a eu des attaques. Cette semaine, il y en a eu aussi. Hier, on a enregistré des tirs d'obus à Taoudeni. Pas plus tard que ce matin, un checkpoint de l'armée malienne situé à la sortie sud de Ménaka a été attaqué par des individus armés. Le bilan fait état d'un mort. Alors, les attaques, c'est toujours sans répit, surtout les vendredis. Votre réaction, Youba Konaté de Zénith Bali. Merci, grand frère, merci Cyril de nous permettre une fois de plus de donner nos points de vue sur l'actualité de la semaine dans notre pays. Effectivement, comme vous l'avez annoncé, on peut parler de recrudescence des attaques et sur fond de visite du Premier ministre français. On peut comprendre tout ça. Il s'agit de faire monter les enchères et de cueillir au moment opportun des dividendes. Mais une fois de plus, et je crois que moi, je suis resté un peu constant et fidèle à une philosophie à laquelle je crois. Je pense que nous avons intérêt nous-mêmes d'abord à nous renforcer, à renforcer nos propres moyens, que de vouloir compter sur les uns et les autres. C'est sûr que si les uns et les autres peuvent nous apporter leur aide, ce serait toujours la bienvenue. Mais il va falloir, à un moment donné, que les gens se ressaisissent, que nos autorités comprennent et que tous les acteurs, tous les Maliens comprennent que nous ne pouvons compter dans cette lutte-là que sur nous-mêmes d'abord. Ce que les autres vont apporter va certainement être un appoint, mais nous ne pouvons compter d'abord que sur nous-mêmes. Maman Sissé de Renouveau FM. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement au nord du Mali présage en tout cas d'un lendemain difficile pour ce qu'on pourrait appeler le retour complet de l'administration dans ces zones. Parce que si vous voyez par exemple dans la région de Tombouctou, à partir de 15 km ou 10 km, vous n'êtes plus dans une zone de droit. Donc c'est important à mon humble avis. Comme l'a dit Youba, qu'aujourd'hui, au niveau national, qu'on comprenne que le salut viendra quand même de nos forces, de la restructuration de nos forces et des moyens qu'on mettra à la disposition de ces forces. Je vais parler des forces, que ce soit de la police, la gendarmerie, et toutes les forces, et même peut-être penser à renforcer au niveau des populations civiles la collaboration, puisque vous n'êtes pas sans savoir que certainement, souvent c'est ce qui fait défaut. C'est-à-dire qu'on a besoin des forces qui aujourd'hui, en dehors d'être des forces combattantes, que ce soit des forces qui ont qui ont des relais au niveau de la société, au niveau des populations, qui à chaque fois pouvaient les alerter et peut-être même créer des brigades, parce que qu'on le veut ou pas, la situation est telle que on ne sait plus demain ce qu'il pourra faire. Je vous donne l'exemple, le fait que chaque vendredi, il y a des attentats. Il y a une psychose générale quand vous prenez dans les villes du Nord. On ne parle pas de Kidal où, franchement, il est important aujourd'hui que l'armée, qu'on pense à ramener, c'est-à-dire à ramener l'armée. Et vous voyez ce qui s'est passé à Ménaka aujourd'hui, ça démontre, comme l'a dit Youba, d'une façon de se faire entendre. Quand on voit ceux qui ont revendiqué l'attaque il y a quelques heures avant que nous montions sur ce plateau,
Et ça présage de quoi? Que les gens, ils sont dans une logique. Ils veulent se faire entendre et montrer que, bon, écoutez, vous avez signé un accord, mais vous n'avez pas signé avec tout le monde. Et il ne faut pas tomber dans ces pièges. Et je pense que, comme l'a dit Yuba, il faut renforcer nos moyens au niveau national, puisque le salut viendra de là. Cheikh Amadou Douara, il n'est pour l'instant pas en ligne. Nous retrouverons bientôt à Gao. Celui que nous avons en ligne s'appelle certainement Paul Ben. Paul Ben, lui, il est bien en ligne. Il est journaliste indépendant, je le disais, correspondant des médias allemands au Mali. Paul Ben, bonsoir. Alors, Paul Ben, ce vendredi n'a pas été un jour comme les autres quand même à Ménaka, puisqu'il y a eu quand même une attaque qui a coûté la vie à un soldat malien. Alors, quelle lecture en faites-vous, Paul Ben, qui n'êtes pas très loin quand même de la zone? Oui, comme mes confrères l'ont dit et comme vous l'avez aussi souligné, les vendredis sont devenus un peu des jours, ou bien un jour qu'on redoute le plus dans toute la partie septentrionale de notre pays. Bon, c'est vrai que hier à Tessalit, 2 ou 3 heures après notre arrivée, il y a eu un obus qui est tombé pas loin du camp d'Amachache. Ça n'a pas fait de dégâts. Voilà, ça c'est à Tessalit. Ça c'est à Tessalit. À Tessalit, ouais, hier dans l'après-midi, il y a un obus qui est tombé à côté du camp. Bon, ça n'a pas fait de victimes, heureusement. Ménaka, ce matin, vous savez, c'est cyclique. Hein. Comme mes confrères l'ont dit, il faut que nous soyons vigilants. D'abord, les forces armées de sécurité qui sont chargées de la sécurité et de la défense du territoire, qu'elles soient vigilantes. Parce que chaque fois, on enregistre l'attaque de nos checkpoints, l'attaque de nos convois militaires, des escortes. Et je crois que cela interpelle un peu les forces armées de sécurité qui sont chargées de ce travail. En plus de ça, comme Maman l'a dit, les populations, on a toujours montré aux Maliens que l'affaire de la sécurité est un travail que seuls les porteurs d'uniforme font. Or, la sécurité, tout bon citoyen malien est un bon agent de renseignement. Tout bon citoyen malien est un bon agent qui peut pas assurer la sécurité parce qu'il n'est pas porteur d'armes, mais informer quand même ceux qui sont chargés de le faire. Et dans le passé, on a toujours dit ça c'est pas votre travail, vous ne pouvez pas nous montrer notre travail, et si bien que les gens ont baissé les bras, même s'ils voient. Le Malien n'a pas ce réflexe, il n'a plus ce réflexe parce qu'on lui a toujours dit que bon, écoutez, c'est nous qui faisons le travail, même si on relaie l'information, ils n'en font qu'à leur tête. Et donc il faut revoir cela, redonner aux Maliens la volonté, le courage d'informer, de dire ce qui est suspect. Ici à Tessalit où je suis, c'est un peu le réflexe. Hein. Vous avez à une certaine heure, on circule, mais quand on est suspect, on est directement signalé. Et bon, tous les groupes armés qui cohabitent, qui collaborent ici, sont chargés de le faire. Ce n'est pas des militaires qui sont en ville, ce sont des jeunes maliens qui font partie des différents groupes armés qui assurent la sécurité. Alors, nous avons à présent Cheikh Amadou Douara en ligne. Cheikh Amadou Douara qui est donc reporter de guerre. Il se trouve à Gao. Monsieur Douara, dites-nous, l'attaque de Ménaka ce matin a été revendiquée? Non, parce qu'on sache ici à Gao, ce qu'on sait, c'est que de très bonne heure, les habitants de Ménaka ont été surpris dans leur sommeil avec cette attaque qui a aussitôt été une réplique parce qu'il y a quand même eu une chasse-poursuite. Voilà. Comment cela s'était précisément passé? J'ai pas compris. Comment ça s'est passé exactement, cette attaque ce matin? En fait, il y a des gens qui sont arrivés à pied, selon nos informations, et qui ont attaqué ce checkpoint au niveau du quartier Tloup, où vous avez une espèce de wadi entre le quartier et l'autre reste de la ville, donc qui donne quand même une certaine position à quelqu'un qui vient de l'autre côté de pouvoir plus facilement surprendre ceux qui sont au niveau du checkpoint. Donc c'est ainsi qu'ils ont
attaqué. Nous avons malheureusement perdu un FAMA sur place et aussi 2 autres blessés. Mais surtout qu'ils ont réussi à s'emparer de 2 véhicules. Mais selon les dernières informations, un des véhicules aurait été neutralisé lors d'une chasse-poursuite, plutôt menée cette fois-ci par des éléments de la plateforme présents dans la région de Menaka. Et les auteurs, personne n'a été appréhendé? Pour le moment, j'avoue qu'il n'y a pas un retour aussi précis pour avoir des informations fiables pour authentifier cela, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une chasse-poursuite, un des véhicules aurait été détruit, donc certainement les occupants qui seraient ceux qui ont fait l'attaque de ce matin neutralisés. Alors, donc, le bilan qu'on retient, 1 mort, 2 blessés, c'est bien cela? 1 mort, 2 blessés, on nous parle il y a quelques heures, il y a 2 ou 3 heures, d'un blessé qui aurait succombé, mais nulle part nous n'avons eu de confirmation. J'étais il y a moins de 2 heures avec le représentant de la DIRPA et d'autres autorités militaires tout à l'heure ici, mais il n'y a rien qui chute. Alors, une information qui reste donc à confirmer. Retour dans ce studio pour poser la question suivante à vous, Youba Konaté de Zénith Balé. Il semble quand même que les populations n'en peuvent plus. Elles ont interpellé les autorités et on peut le comprendre, n'est-ce pas, Youba? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a comme un problème. C'est-à-dire que nous voulons continuer à fonctionner sur le classique. Les classiques ne marchent pas. Ça ne marchera pas. Il faut que l'on change carrément et catégoriquement d'approche. Il le faut. Puisqu'on a l'impression que les gens veulent rester dans les classiques. Les classiques, ça fait combien de temps que nous essayons? C'est-à-dire que nous sommes sortis à partir de la crise de 2012, nous sommes sortis avec une armée très affaiblie. Et malheureusement, à la reprise, quand le processus démocratique a été relancé, que nous avons eu un nouveau président, il fallait un déclic pour sortir du classique et que l'on comprenne que nous étions partis pour une refondation carrément de l'armée. Puisque c'est trompé de vouloir penser que le problème n'est que militaire. Non, c'est très clair. Le problème n'est pas que militaire, mais le problème est en partie militaire. Il va falloir d'abord que l'on soit costaud militairement pour entamer un début de solution. Parce que tant que nous serons faibles, nous n'aurons jamais de solution. Et vous avez compris. Et contrairement à ce que le reporter ne sait pas, la revendication de Menaka a été, l'attaque de Menaka a été revendiquée il y a quelques heures à Paris, sur un plateau de télévision, par un nouveau groupe. Et c'est ces risques-là que nous avons. Parce que plus ça traîne dans l'application et dans les concessions, nous allons avoir des petits morceaux de groupes qui vont continuer à revendiquer des attaques, à s'émanciper des grands groupes et à vouloir toujours gagner des parcelles de pouvoir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et ces processus-là, vous allez voir, ça va continuer. Parce que ce parcellement-là, ça paye. Ça paye et ça donne des dividendes. Et les gens, tant qu'il n'y aura pas quelque chose en face, ne vont jamais arrêter. Maman Sissé de Renouveau FM. Tout à fait, je confirme ce que Youba a dit. Avant de rentrer dans ce studio, on a confirmé, on a vu l'information qui montre que l'attaque d'aujourd'hui à Menaka, il ne faut pas l'oublier, l'enjeu, c'est que c'est une nouvelle région, et une région où d'habitude les rébellions partent de cette région. Et la revendication émane d'un groupe qui s'appelle Mouvement des jeunes pour la libération de l'Azawad. Vous voyez ce que Youba dit, c'est-à-dire libération totale de l'Azawad. C'est peut-être une entité nouvelle qui peut-être se construira à partir peut-être des frustrations au sein même du groupe, parce que quand tout de suite mon confrère qui est sur le terrain, Djouara, disait que la riposte a été menée par les éléments pour la plateforme et de la coordination, ça montre quelque part que désormais, en dehors de ceux qui étaient hier des ennemis de la nation, aujourd'hui il y a d'autres groupes qui commencent à se positionner. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut aller vite. Et on ne sent pas que nous sommes en train de partir vite. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui le cas de Kidal, ça se complique davantage. Nous ne comprenons pas le silence par exemple, des responsables de groupes armés par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Et vous voyez, des gens comme Al-Gabas, Bilal Agha-Sherif, ils refusent de venir à Bamako. Si vous acceptez d'être dans un processus de paix, pourquoi vous ne venez pas à Bamako comme les autres l'ont fait?
je pense qu'à un moment donné, comme l'a dit avant-hier un ministre, je vais le dire, le ministre de la Réconciliation, il y aura un moment où l'État ne va plus continuer à donner de per diem à des gens qui, en réalité, devraient se cantonner. C'est-à-dire, à un moment donné, comme l'a dit Yuba, je reviens là-dessus parce que c'est important, il faut qu'il y ait une force en face. Il ne faut pas qu'on continue toujours à créer une nouvelle. Non, je crois qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, il faut une vraie force, un vrai travail militaire qui devait permettre à une zone, des zones comme le Nord, les régions du Nord, qui ont été occupées pendant quand même une année. Ça ne peut plus être comme par le passé. C'est-à-dire qu'il faut changer de méthode. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas dans cette logique. Paul Ben, vous qui êtes donc sur place, c'est bien à Tessalit. Alors, Tessalit. Voilà. Les populations dans tout cela, on voit qu'elles sont inquiètes. On voit qu'à Ménaka, elles ont même interpellé les autorités. C'est vraiment légitime, non? Oui, c'est légitime d'interpeller les autorités, mais je vais d'abord rectifier un peu mon confrère Mohamed. La CMA est à Bamako. La CMA a quitté Kidal hier. Et elle est à Bamako. Elle est représentée par, vous pouvez me le dire? Tous les cadres de la CMA ont quitté Kidal hier. Tous les cadres de la CMA. Tous les cadres de la CMA ont quitté Kidal hier. Moi, je les ai tous rencontrés hier. Ils ont quitté Kidal, ils sont à Bamako aujourd'hui pour certainement poursuivre ce qui s'est passé à Takalout. Et ça, c'est un. Et c'est vrai que l'interpellation des autorités maliennes, c'est légitime. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ce problème qui concerne le Nord. Je vous dis par exemple que l'armée malienne qui est formée, nous avons actuellement, je crois, 8 bataillons qui ont été formés à Koulikoro. Dans un bataillon, il y a 800 personnels. Dans les 800 personnes, il y a tout. Il y a les démineurs, il y a des artilleurs, il y a tout. Le problème, c'est quoi? Quand notre armée arrive sur le terrain, il faut que les Maliens le sachent, quand notre armée arrive sur le terrain, elle est disloquée. C'est-à-dire les démineurs, les artilleurs, les génies, qui ont fait tous une formation dans un bataillon à Koulikoro, arrivent sur le terrain dispersés. On les disperse un peu partout. Vous allez trouver que dans un bataillon, par exemple, les forces spéciales qui ont été formées en même temps que leurs camarades ne sont plus avec eux quand ils arrivent à Gao, Tombouctou, Kidal ou Gounam. On les disperse. Donc, mais comment vous expliquez cela, Paul Ben? Oui, ça c'est la politique menée par les Européens. Hein. C'est un peu la politique menée par les Européens et la communauté internationale. Ça, on ne l'a jamais dit, mais moi je vous le dis aujourd'hui. C'est ce qui se passe depuis que la communauté internationale, appelons-la comme ça, est venue en aide au Mali. Chaque fois qu'un bataillon sort, quand il est envoyé sur le terrain, il est disloqué. Et ça affaiblit nos troupes, si bien que les forces spéciales qui sont composées en grande partie des bérets rouges ne sont pas sur le terrain. Ça, vous le savez tous. Il y en a quelques-uns qui sont à Al-Mousrat, c'est-à-dire le dernier bastion où l'armée malienne se trouve en direction de Kidal. Et sinon, vous allez partir un peu partout. À Tessalit, où nous sommes ici, il y en a quelques-uns. Dans le camp à Machache, on ne voit aucun militaire malien en ville, par exemple. La patrouille, c'est les Français qui l'a fait ici à Tessalit. Certains ils viennent en ville, ils font un peu de patrouille, ils retournent dans leur camp à Machache. Et sur leur, c'est un peu aussi ça. Je comprends que peut-être que nos autorités ne peuvent pas taper du poing sur la table. Et c'est ce qui réduit la capacité d'intervention de l'armée malienne sur le terrain. C'est un peu, il faut aussi comprendre cela. Alors, sinon, on peut revendiquer, c'est légitime, mais il faut comprendre que derrière tout ça, il y a beaucoup d'enjeux. Yuba qui veut réagir avant ce que Paul Ben dit, si c'est confirmé, c'est très grave. C'est-à-dire que ce que Paul Ben dit, si c'est confirmé, c'est très très grave. Parce qu'on ne peut pas nous dire que nous sommes en train de former des militaires au moment où ils sont opérationnels et on sait très bien qu'en les disloquant, on porte atteinte à leur efficacité et que nos autorités acceptent à ce que cette dislocation-là se fasse. Si cette information est confirmée, Paul Ben, c'est très très grave. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Et qu'on mette aussi tout ça... Oui, M. Foma, je vais réagir. Il faut qu'il comprenne. C'est grave. Je comprends sa colère. Je comprends que c'est grave. Mais écoutez, c'est les conditions qui ont été posées par ceux qui sont censés nous former avant qu'ils ne viennent. Si c'est confirmé, vous pouvez faire vos enquêtes au niveau des plus hautes autorités militaires,
qui voudront bien vous répondre ou bien qui voudront vous confirmer cette information. Moi, j'ai cette information depuis qu'on a commencé à former le premier bataillon, dont je ne me souviens plus du nom. Ça, c'est confirmé, c'est très grave, mais c'est ce que les autorités du Mali ont signé, c'est ce qu'elles ont accepté. Donc, c'est grave, c'est vrai, c'est frustrant, mais c'est la réalité des choses sur le terrain. Parce qu'à ce niveau, je voudrais dire, vraiment pour ne pas instaurer une polémique, à ce niveau, moi, je voudrais dire que dès le début déjà de l'idée même de cette formation, moi, j'ai émis énormément de réserves. Puisque j'ai dit, moi, je ne comprends pas qu'avec un pays où il y a plus de 100 généraux, depuis l'histoire la plupart, même s'ils sont à la retraite aujourd'hui, ne sont pas morts, ils sont là, que nous ne pouvons pas encore former la base de notre armée. Moi, vraiment, je ne comprends pas. Il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre. Dans un pays où vous avez plus de 100 généraux, qu'on ne puisse pas former ne serait-ce que la base de l'armée. La base de l'armée, c'est désolant. C'est pourquoi moi, j'ai dit qu'il faut changer les classiques. Les classiques ne marchera plus dans ce pays-là. On ne peut pas continuer à nous fier, à nous donner, à tout nous donner aux autres. C'est très compliqué. Alors, nous avons Cheikh Amadou Douara qui est en ligne. Il est à Gao, il est reporter de guerre. Monsieur Douara, on vient de vous le dire, l'attaque de Ménaka a été revendiquée par un groupe, enfin on n'en avait pas entendu parler avant. Vous, est-ce que ce groupe, il est connu là-bas, à Gao par exemple? En fait, cette revendication, j'en ai entendu parler, mais juste que, vous savez, les revendications se font quand même, il y a une façon classique par laquelle les revendications sont faites. Il y a un communiqué qui est fait et qui passe soit sur le site du groupe qui le revendique ou qui l'envoie vers un certain nombre de médias qui sont connus. Généralement, que ce soit Al-Khabar ou que ce soit le site mauritanien, etc., que nous connaissons. Mais la façon, comme il l'a dit, revendiquée sur un plateau de télévision à Paris et autres, nous paraît un peu vraiment hors du commun. Donc, ça suscite quand même beaucoup de réserves par rapport à l'authenticité même de cette revendication. Mais par contre, moi, je pense que dans ces régions, nous avons quand même un certain nombre de groupes qui opèrent selon les zones. Et nous estimons quand il y a des attaques comme ça, à qui pourrait encombrer effectivement la responsabilité de ces actions. Par contre, ce groupe, moi je le dis très sincèrement, je viens d'entendre le nom, je sais qu'après la signature des accords du 20 juin à Bamako, il y a eu une dislocation d'un certain nombre de cadres, des jeunes cadres du MNLA, de la CEMA d'une manière générale, et qui ont, depuis Paris, annoncé la création d'un autre mouvement où ils parlent effectivement de libération totale de l'Azawad et autres. Mais bon, j'avoue que c'est la première fois qu'on réentend parler de ce mouvement depuis lors. Alors, retour dans ce studio pour adresser la question suivante à Youba Konaté du Zénith Baré. Youba, face à la menace terroriste, on a pris certaines dispositions quand même à Tombouctou. Il s'agit notamment du renforcement du dispositif sécuritaire avec des patrouilles organisées de nuit comme de jour. C'est pour mieux sécuriser les personnes et les biens. Alors, cet exemple, ça peut inspirer d'autres régions, non? Oui, bon, c'est toujours, mais ça laisse les gens sur leur faim. Parce que vous avez tous les témoignages sont très explicites en la matière. En dehors, au-delà de 20 km à Tombouctou, personne ne peut circuler. C'est ça le problème. Est-ce qu'un pays peut continuer à vivre comme ça? Il ne s'agit pas d'organiser des patrouilles à l'intérieur de la ville. Au-delà de 20 km, déjà, on ne peut plus circuler. Un pays ne peut pas continuer à vivre comme ça, c'est impossible. Il va falloir qu'à un moment donné, que les gens soient libres de leur mouvement. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Et je crois toute notre stratégie doit s'élaborer autour de ça. Et ce n'est pas un combat du jour au lendemain. Il va falloir que les gens commencent à se mettre dans leur tête que nous sommes partis pour de longues années de combat et de lutte. Mais avec comme pierre angulaire, vraiment, que nous comptons sur nos propres forces. Nous sommes partis pour de longues années. Il faut que les gens commencent à se mettre ça dans la tête, que nous sommes partis vraiment pour l'instabilité dans ces régions-là pour de longues années. Et que psychologiquement, on se prépare à ça et qu'on s'attelle
à régler le problème nous-mêmes. Parce que si nous comptons sur Barkhane, c'est vrai, Barkhane peut apporter des apports. Vous avez 3000 hommes qui sont dédiés, et, comment dirais-je, à faire la paix, la sécurité dans tout le Sahel. Même les Français savent que c'est impossible. Et la preuve, la force Barkhane est en place depuis plus d'1 an. Qu'est-ce qui a bougé? Il y a au contraire une recrudescence de la violence et de l'insécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut que les gens le comprennent et que nous-mêmes Maliens, on comprenne que nous avons du travail sur de longues années à faire et que le classique n'a pas marché, ne marchera pas et qu'on réfléchisse à d'autres approches pour pouvoir sortir notre pays de cette situation. Personne ne le fera à notre place. Malgré toutes les bonnes volontés qu'on va annoncer, il va falloir d'abord que l'on compte sur nos propres forces. Sinon, on va continuer à rêver et on va continuer à décompter nos morts et avoir de l'instabilité dans notre pays. Maman Sissé. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans ce pays. Il ne faut pas continuer à montrer un visage d'un pays qui se relève. Ce n'est pas vrai. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes et je veux qu'on revienne là-dessus. Et si vous voyez aujourd'hui, on veut faire des patrouilles, c'est parce qu'on a un moment, on a abandonné les patrouilles. Et je me rappelle très bien, il y a un moment, on voyait l'armée malienne partir faire des patrouilles juste dans les cercles très éloignés de Gourmara-Rousse, ce qui n'était pas le cas. Ça a permis quand même d'avoir des retombées. Mais il faut qu'aujourd'hui, peut-être ce n'est pas le moment de le dire parce que nous sommes dans une période où il est important de faire l'union sacrée autour de notre outil de défense, mais il y a des problèmes qui en réalité, si on voit les multiples déplacements du chef d'état-major, du ministre de la Défense, du ministre de la Sécurité, confirment qu'il y a un malaise sur le terrain. On a l'impression qu'il y a un problème de communication entre les différentes forces. Et, par exemple, l'opération Barkhane, qui est un nombre réduit à Tombouctou, et les forces ozonisiennes qui ont l'impression que ne collaborent pas trop avec l'armée malienne. Et tout ça fait qu'une région, la région la plus vaste du Mali, est presque laissée à elle-même. Quand vous voyez AQMI, comment est-ce que la facilité par laquelle AQMI se déplace dans la région, vous voyez des communautés qui organisent une réunion, AQMI débarque, il n'y a aucune force qui est là pour les arrêter. Je crois qu'il est important aujourd'hui qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, il est important pour l'État de dire que quelque part, même si on ne le dit pas au peuple, de mettre de l'ordre au sein quand même du commandement. Parce que généralement, quand ça ne va pas sur un terrain, parce que généralement on le dit, c'était les terrains qui commandent. Si vous voyez que c'est seulement dans la région de Tombouctou qu'il y a tellement de problèmes, cela veut dire qu'il y a des dysfonctionnements. Il faut corriger ces dysfonctionnements. Et je pense que la création, je veux laisser le mot au ministre de la Défense, Thiema Iber, il disait il y a un dispositif antiterroriste qui va se créer au niveau de Ber, pourvu que ce dispositif sera doté des hommes et des moyens pour faire son travail. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. 4 journalistes pour revenir sur ce qui aurait fait l'essentiel de l'actualité cette semaine. Yuba Konaté de Zénith Bali, Cheikh Amadou Djouara, reporter de guerre, Maman Sissé, Renouveau FM, Paul Ben, journaliste indépendant. Alors, nous avons commencé par évoquer la situation sécuritaire. Nous étions justement à Tombouctou. Vous savez, là-bas, on a décidé quand même d'organiser des patrouilles de nuit comme de jour. Nous allons maintenant chercher à savoir quelle est la réaction de Paul Ben par rapport à cette initiative à Tombouctou. Paul Ben. Oui, M. Foba, oui, je vous écoute. Au fait, moi, je voudrais savoir qui a décidé d'organiser des patrouilles. Qui a décidé des patrouilles? Je pose cette question parce que ça fait, depuis l'intervention de Serval, on est bloqué. Hein, les forces armées maliennes ne peuvent pas aller où elles veulent. Hein, on a tout dit, on a dit des patrouilles mixtes, des patrouilles chez des patrouilles chez là. Je veux savoir qui a décidé de renforcer la sécurité. Comment est-ce qu'on va le faire? L'armée malienne ne peut pas circuler comme elle veut. Les populations. Elle ne peut pas prendre...
Pardon? Les populations elles-mêmes? Je dis que l'armée malienne ne peut pas sortir faire des patrouilles elle seule. Ça, c'est le fait, sur le terrain. L'armée malienne ne peut pas le faire. Si quelqu'un de Barkhane... partout, je vous dis, partout au nord du Mali. L'armée malienne, c'est au nord du Mali qu'on a des problèmes de sécurité. Bon, on a des problèmes de sécurité un peu partout, mais c'est plus au nord du Mali qu'on a besoin de cela. Mais l'armée malienne n'est pas capable de partir où elle veut, quand elle veut. Elle ne prend pas sa propre initiative. Ça, c'est un fait qui est là depuis plusieurs années. Depuis l'intervention. Donc, quand on me dit qu'on va renforcer les patrouilles, qu'on va faire un dispositif de sécurité, c'est là. Bon, vraiment, moi, franchement, ça ne m'enchante pas. Parce que on a vu que l'armée malienne est sortie une fois, elle a fait quelques tours vers le gourmand de Gao. On a commencé à dire que oui, elle s'en tenait aux populations pour ceci, pour cela. Et c'est la même communauté internationale qui a imposé au Mali de faire des patrouilles mixtes. Mais les patrouilles mixtes de la communauté internationale et, je vais dire, de l'administration et de Barkhane avec l'armée malienne, on sait ce que ça donne. Hein, c'est comme les journalistes disent, c'est embedded. C'est-à-dire, l'administration vous fait un itinéraire, c'est ce que vous suivez avec l'administration, on sait ce qu'elle vaut. Barkhane, c'est du saupoudrage. 3000 hommes sur 5 pays. Sahel. Ça, c'est du saupoudrage. Ça ne sert à rien. Donc, ça ne va nous amener à rien. Je vais vous dire, actuellement, je suis à Tessalit. Le gros des troupes de l'armée française au Mali se trouve à Tessalit et à Gao. À Kidal, l'unité qui se trouve à Kidal est fortement imprégnée des forces spéciales. Eux, c'est des tueurs à gages. Leur travail, c'est de tuer. Quand ils ciblent, quand ils ont souvent des fausses informations de la part des groupes armés dont ils sont copains, ils ciblent, ils tuent. C'est leur travail. Ici, à Tessalit, c'est la même chose. Comment est-ce que Barkhane peut sécuriser? À Tombouctou, par exemple, comme vous évoquez Tombouctou tout à l'heure, Tombouctou, l'autre jour, il y a eu un attentat djihadiste. Combien de militaires français sont à Tombouctou? Ils disent qu'ils peuvent sécuriser la zone où ils peuvent faire des patrouilles. Mais c'est faux. Il ne faut pas qu'on nous prenne, qu'on prenne nos têtes pour des lanternes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer la sécurité comme ça. Ce n'est pas possible. Okay. Donc, vraiment, je ne suis pas du tout enchanté par ce fait qu'on va renforcer les patrouilles. Franchement, c'est du n'importe quoi. On vous retrouvera, Paul Ben. Nous irons tout de suite à Gao. À Gao se trouve Cheikh Amadou Djouara. Cheikh Amadou Djouara, votre réaction? Bon, moi, je pense que les choses sont très claires. Moi, je pense que le Mali, pour sa stabilité, pour la couverture de son intégrité territoriale et même pour sa sécurité, devrait se trouver un autre partenaire que Barkhane. Il y a quelques heures, sur la base aérienne de Gao, les différents généraux, chefs des troupes d'élite de Barkhane étaient en train de présenter les dispositifs matériels terrestres, aériens, et tous les équipements de transmission et de surveillance qu'ils ont ici à Gao. On ne peut pas disposer d'un tel dispositif et que nous vivons ce que nous vivons au quotidien à Gao, des tirs de roquettes, des attaques sporadiques par-ci, par-là. Moi, je pense que, en plus, surtout là où le bas blesse, c'est que Barkhane intervient en solo. Et le gros problème, c'est que vous avez vu que quand le nouveau SRJ de la MINUSMA est arrivé, il est arrivé avec beaucoup d'air dans les ailes, en grande pompe, il a fait une déclaration, je vais à New York pour demander un mandat plus robuste qui me permettra d'avoir un mandat antiterroriste et pouvoir combattre et lutter contre le terrorisme. Et à son retour, les choses sont très claires, il a bien été clair, le Conseil de sécurité dit non. La lutte antiterroriste au Mali est confiée à Barkhane. Alors, Barkhane a ses terroristes à elle. C'est-à-dire comme elle veut. Non, Barkhane a ses terroristes, qui ne sont pas les terroristes de tout le monde. Donc, c'est à ces terroristes qu'elle s'attaque. C'est elle qu'elle combat, comme Paul Ben l'a dit, il est bien un bon connaisseur de la zone et de comment ça se passe là-bas. C'est comme ça que Barkhane agit. Donc Barkhane n'est pas là pour nous, il n'est pas là pour nous aider. Barkhane est là avec son agenda et c'est cet agenda qu'il met en œuvre. Donc
ça renvoie à ce que si c'est Yuba on y a dit, il faut que nous nous mettions miroir en face, que nous prenions notre destin en main, que nous voyons comment réorganiser notre armée. Et pire, c'est cette question de l'ITM, ces bataillons depuis Waraba, Sigi, etc., formés à Koulikoro, qui ne sont même pas, je le dis haut et fort, je ne suis pas un expert militaire, mais ceux qui le sont le savent, ces formations ne sont même pas des formations adéquates, adaptées à la réalité du terrain. Ça, même les responsables militaires maliens le savent. Maintenant, puisque c'est une recette qui est arrivée, prête à porter, c'est arrivé comme ça, et on doit quand même manger, même si on n'a jamais connu des marguerites et des lentilles, on doit se nourrir avec ça, parce que c'est comme ça que ça nous est servi, malheureusement. Et nous avons vu la débâcle malheureuse des événements de mai. On n'avait pas tous ces études qui étaient à Kidal. On avait Sidi, on avait presque tous les textes là. Mais comme il l'a dit, ils sont formés, c'est un groupe où chacun a un rôle. Et après, ces groupes sont morcelés, ils sont disloqués, ils sont envoyés par-ci, par-là. Et après, on forme une salade qu'on déploie. Et qui, malheureusement, n'a aucune synergie pour pouvoir harmoniser son efficacité, pour pouvoir répondre à la réalité du terrain. Donc, moi, je pense que c'est très dommage, c'est très triste, quand aujourd'hui, une des plus grandes fiertés de la France, quand même, celle avec laquelle elle s'en vante, c'est surtout la guerre au Mali, qu'elle a menée, qu'elle a reçue, elle est arrivée à ceci, à telle stabilité, à ceci, cela. Malheureusement, je pense que Serval a exécuté sa mission, mais Barkhane, c'est tout autre. Je me demande même, est-ce que Barkhane n'est pas en train de maintenir le Mali dans une certaine situation qu'elle voudrait pour pouvoir mettre son agenda que nous autres, nous ne savons pas en œuvre. Les mots sont peut-être durs, mais je pense que c'est vraiment la pure réalité et c'est ça. Alors, nous allons à présent changer quand même de sujet. Nous allons nous intéresser à la visite de Manuel Valls au Mali, le Premier ministre français qui a rencontré le président Ibeka, a déclaré que Paris se porte garant de l'accord de paix au Mali. Il a aussi souligné que la réconciliation est en marche. Les Maliens doivent-ils se réjouir d'une telle appréciation de la part du chef du gouvernement du gouvernement français évidemment. Je pose la question à vous, Yuba Konaté. Nullement. Faites un micro-trottoir à Bamako, vous allez voir aujourd'hui quelle est l'opinion des Maliens de façon générale face aux Français et notamment aux autorités françaises. C'est très clair. Les Maliens ne sont plus dupes. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une question de force en présence qui est là, mais les gens ont désormais compris que nous ne pouvons aucunement compter sur la France pour nous en sortir. Maintenant, nous avons un problème. Nos autorités sont tenues par les Français et ils n'en font qu'à leur tête. Sinon, moi, je ne comprends pas. Sur quelle base, sur quoi on se base pour donner une médaille à Valls? Pourquoi une médaille à Valls? Moi, je ne comprends pas. Peut-être que Maman Cissé de Renouer je suis sûr que 90% des Maliens ont la même opinion que moi. Ils ne comprennent pas. Pourquoi on donne une médaille à Valls? On ne comprend pas. Maman Cissé de Renouer. Je crois que peut-être c'est au nom de ceux qui le lient avec ceux qui dirigent le pays. Peut-être qu'ils partagent les idées socialistes. Sinon, moi, sincèrement, je ne sais pas ce que c'est ça, c'est insuffisant. Sincèrement, je ne sais pas ce que Manuel Valls, sa vise peut apporter au Mali. Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, moi, je ne veux pas être virulent, mais je pense que la France n'est pas en train de jouer franc jeu avec le Mali. Et comme l'a dit tout de suite Douara, avec l'opération Serval, nous étions très heureux. Nous avons félicité en tout cas tout ce que la France a fait. Mais on a l'impression que c'est aussi un nouveau décor, un nouveau décor qui, en réalité, ne profite pas au Mali. C'est-à-dire, Barkhane lutte contre le terrorisme. Le terrorisme est en train de prospérer dans ce pays. Et hier, c'était seulement le nord, mais aujourd'hui, on a vu des actions, même au niveau de Bamako. C'est quand même dommage. Et je pense que peut-être c'est une démonstration du fait que Barkhane est là. Barkhane est là. Et si on nous montre des armes de guerre, tout ça, c'est pas ce qui est important pour nous. Je voulais juste ajouter un grand. C'est-à-dire que
la réussite de Serval, ce n'était pas la réussite pour les Maliens. Hein. Parce que le gibier qui était là, le gibier allait même disparaître. Serval était obligé d'intervenir pour éviter la disparition du Mali lui-même. Parce que si tu veux convoiter du gibier, c'est qu'il est là. Parce que le danger qui était en face, c'était la disparition même du gibier qui était en question. Donc il fallait intervenir pour sauver le gibier. Maintenant que le gibier est sauvé, pour continuer vraiment à ce que chacun ait sa part, il faut le maintenir dans un... C'est ce que Barkhane fait. Mais opération Serval, c'était pour sauver aucunement le Mali. Mais c'était pour éviter la disparition même du Mali. Paul Ben, en quelques mots, votre réaction? Oui, en quelques mots. Bon, moi, je rigole. Hein. Je rigole de ce que, comment on appelle, Manuel Valls, le Premier ministre, a déclaré. Il ne doit pas se limiter au palais de Koulouba, qu'il vienne sur le terrain. Hein. Je l'invite à Tessalit, à Kidal, et à Gao et à Tombouctou. Il est déjà allé à Gao. Pour voir... voilà. Et s'il va à Gao, qu'il ne se tienne pas tout juste à l'aéroport et retourner. Hein. Qu'il vienne vers Ansongo, Bourem, Menaka, qu'il voit un peu si la réconciliation est en marche, qui se porte garant de l'accord d'Alger. Quand la France continue à financer des groupes armés sur le terrain, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle, qu'il est garant de l'accord. Dans l'accord issu du processus d'Alger, je ne vois pas qu'il est inscrit quelque part que la France doit financer, par exemple, l'unité antiterroriste du MNLA. Paul Ben, si le temps nous le permet, on vous retrouvera très bientôt, très rapidement, chez Amadou Diouara. Bon, moi, d'abord, par rapport à la médaille, moi, je pense que tout compte fait, que ce soit Val ou autre, cette médaille, malheureusement, je suis désolé de le dire, mais depuis un moment, ça n'a aucun sens dans ce pays. Tout compte fait, moi, Cheikh Diarra, je devais le recevoir un jour, je vais m'en faire. Parce qu'on voit vraiment comment il est attribué dans ce pays. Maintenant, pour arriver à la visite de Val, moi, j'ai vu plutôt ce matin, en le voyant venir à Gao, j'ai vu quelqu'un qui est venu pour un bal médiatique. Qui est arrivé, 70% de sa délégation étaient des journalistes des médias français. Et il est arrivé en grande pompe, il a fait un défilé, il a fait le tour. Voilà, on est à Gao, on appuie le Mali, on sécurise, on est arrivé à trouver un accord, le processus est en marche, nous sommes les garants. Et quand même, il y a quelque chose qui m'a tiqué dans son intervention, quand il s'adressait aux soldats français. Il dit aujourd'hui, on est fiers d'être français quand on arrive au Mali, quand on voit comment les Maliens sont enthousiastes de nous voir parce qu'ils sont fiers de nous, parce qu'ils sont contents de nous, combien la France est populaire auprès des Maliens. Mais comme il l'a dit, il faut faire un micro-trottoir pour voir que plus de 80% des Maliens en ont ras-le-bol des gymnastiques machiavéliques de la France au Mali. Aujourd'hui, nous savons très bien que la France tient les ficelles. Aujourd'hui, on a quitté. Ce n'est plus caché, c'est le plus flagrant, c'est devenu insolent. Et je calcule mes mots, je pense que c'est vraiment insolent. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et malheureusement, c'est de ce même mal qu'aujourd'hui la France est en train de faire au Mali, qu'il se vante en plus de pouvoir sauver le Mali et de pouvoir merci Cheikh Amadou Diouara. Merci beaucoup Cheikh Amadou Diouara. Alors on est presque à la fin de cette émission. Je crois que vous êtes suffisamment sport, l'évolution du dossier de la crise du football malien. Un mot. Ouais, je crois que là il faut vraiment attendre. On attend de voir puisque chaque fois qu'on pense que c'est résolu, ça rebelote. Nous espérons que ça va aller cette fois-ci avec la signature. Avec la médiation du président de l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'il ne faut pas attendre grand-chose. Alors, c'est sur ces propos que s'achève donc le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous étions avec 4 journalistes, Youba Konaté de Zénith Balé, Cheikh Amadou Diouara, reporter de guerre, nous l'avons eu en ligne, il est donc à Gao. Maman Sissé, ici présent dans le studio, il est du Renouveau FM. Paul Ben, journaliste indépendant, correspondant des médias allemands au Mali, il était donc en ligne depuis Tessalit. Réalisation Ousmane Djadje Touré, mise en onde nous dirait là-bas de l'autre côté régie vidéo, c'est Peting Diarra.
Moi-même, Seydou Fomba, nous vous disons donc au revoir. On se retrouve le lundi. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maundi.